Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence. Je m'appelle Laurent Delannoy, je suis directeur de marché retail sur Inetom dans la partie lilloise. Oh. Je vous souhaite une bienvenue à cette conférence. On va parler de l'efficacité au service du cloud. On va, avec mes collègues, vous allez voir, on va se relayer pour essayer d'être le plus pragmatique possible et finalement de vous expliquer comment on va pouvoir avancer sur cette efficacité, sur beaucoup finalement de sujets différents. On va se baser sur quelque chose d'extrêmement concret, quelque chose qui est en cours de développement aujourd'hui. Alors je ne vais malheureusement pas pouvoir citer le client pour des raisons de confidentialité évidentes, mais on va vous détailler un petit peu comment on a travaillé cette partie à la fois en avant-vente, mais aussi encore aujourd'hui, puisque les développements sont actuellement en cours. Le contexte du client, on parle bien sûr de retail, on va parler bien sûr de technique. On est sur une migration d'un data warehouse en fait vers BigQuery. Et on a aussi un sujet de réécriture de fonctions métiers sur une nouvelle solution technique. Donc un contexte assez large et finalement on avait plusieurs solutions qui s'offraient à nous. Et bien évidemment on travaille avec nos équipes d'avant-vente pour essayer de répondre aux besoins de notre client. Et donc je suis accompagné de Lionel qui va se présenter. Lionel, toi tu as travaillé finalement en avant-vente sur le sujet et comment tu as avancé sur cette solution ? Oui, bonjour, Lionel Bodenès. Donc, moi j'ai une casquette d'architecte, architecte technique, architecte solution. Selon les contextes, je fais effectivement de l'avant-vente, du delivery. Et je suis aussi référent technique au sein de Inetom dans l'alliance qui nous lie avec ce magnifique hyperscaler qui est Google. Et donc comment on a travaillé cette avant-vente avec ce client qu'on n'a pas le droit de nommer. Alors, il faut savoir qu'un avant-vente, ça se déroule évidemment très rapidement. C'est comme un delivery, mais en très raccourci. Il faut choper de façon assez rapide un état des lieux, comprendre assez rapidement les enjeux du client, pourquoi il veut aller vers une autre solution. Est-ce que ce sont des contraintes techniques, métiers, les deux. Du coup, on essaye de lui produire une solution cible qui répond à ses enjeux, à ses attentes en matière technique. Et ce faisant, on essaye aussi de lui proposer une équipe de delivery avec un modèle de delivery qui peut amener vers cette cible plus ou moins rapidement. Sur la cible technique en tant que telle, effectivement, le client avait fait déjà un choix en disant nous c'est Google et c'est pas autre chose du sol au plafond. On avait quand même des possibilités de faire autre chose que du service natif Google. On aurait pu prendre des services applicatifs de plus haut niveau hébergés sur de la VM. Non, évidemment, quand on veut faire du data warehouse moderne, chez GCP, il y a un produit qui est incontournable, qui s'appelle BigQuery. Et j'ai même envie de dire qu'il est incontournable au-delà de chez GCP. C'est quand même la killer app une des killer apps de chez Google. Donc pourquoi BigQuery? Le métier, c'était du data warehouse. Donc on fait du data warehouse à la mode Google avec BigQuery. C'est managé, c'est serverless. On scale presque jusqu'à l'infini. C'est pas des blagues. Je sais que les arbres ne montent pas au ciel, mais quand même, quand on regarde la doc de BigQuery chez Google, il n'y a pas de limite imposée par l'éditeur en termes de stockage. Et puis, une fois qu'on a ces requêtes qui tournent sur BigQuery, il faut savoir que les moteurs de compute et de stockage sont mis constamment à jour et qu'une performance que vous avez un jour, elle sera meilleure le lendemain pour le même prix. Donc, le cœur du réacteur, dans le besoin qui nous concerne, évidemment, c'était BigQuery. Autour de ça, il fallait quand même faire un peu de colle sur l'ingestion de la donnée, sur la reversion de la donnée, l'exposition, sur le calcul ou l'agrégation de données d'un point de vue métier. Donc tout ça, on a proposé aux clients de le faire sur du Cloud Run. Pourquoi? Même réponse que pour BigQuery. C'est managé. On ne s'occupe pas des serveurs en dessous. Ça scale up, ça scale down tout seul. Et à l'instar de BigQuery, où on sait qu'on ne va pas avoir à gérer l'obsolescence d'un moteur de base de données, sur
sur Cloud Run, on ne va pas avoir à gérer la dette technique d'un OS. Donc, c'est très facile à adopter. Ce qu'on déploie, c'est du conteneur Docker. Donc, on a aussi une capacité après à aller faire de la réversibilité ou de la portabilité si on n'est pas satisfait et on veut sortir de Cloud Run. Et Cloud Run, en étant du conteneur, on échappe aussi à la complexité de prendre du Kubernetes si on est peu mature sur ce genre de technologie. Cloud Run avait aussi, moi je trouve, ça a un avantage important, c'est que on met une fonction, que ce soit une fonction d'ingestion, une fonction de traitement métier ou une fonction de restitution ou une fonction qui va réalimenter un outil de data gouvernance qui va aller mettre à jour par exemple l'inventory, un catalogue de données. On met une fonction par conteneur, ce qui fait qu'en termes de développement, on a un développement qui est très découplé. Chaque développeur peut travailler de façon isolée et en parallèle sans aller marcher sur les pieds de son voisin. En termes de run, on a exactement la même logique. On peut scale up, scale down, chaque fonction en fonction des besoins et on peut mettre à jour, on peut gérer le cycle de vie de chaque fonction de façon isolée et sans se poser la question si on doit mettre à jour tout un monolithe. Est-ce que je vais embêter mon voisin? Est-ce que je vais avoir des effets de bord sur la fonction d'à côté? Donc, BigQuery, Cloud Run, et puis pour tout ce qui est scheduling et propagation événementielle, on a choisi Cloud Scheduler, qui est le scheduler natif GCP. Pourquoi? Toujours dans une idée de découplage, c'est-à-dire que forcément, comme chez beaucoup de gens du retail ou d'ailleurs, on a souvent un plan d'ordonnancement qui est tenu par un gros ordonnanceur legacy, j'ai pas envie de donner de nom de produit, et qui tient un plan d'ordonnancement gigantesque. Et quand on bouge quelque chose, ça fait peur à tout le monde. Donc quand on déporte une partie d'une plateforme vers GCP, on peut aussi déporter et découpler le plan de scheduling pour laisser la main en mode DevOps ou comment on dit, you build it, you run it. Celui qui a déployé connaît son plan d'ordonnancement et peut le toucher, l'administrer tout seul sans en parler à l'administrateur du gros scheduler central. Et puis en termes d'événementiel, forcément on a choisi du PubSub pour aller propager, prendre des fichiers en entrée, prendre du flux en entrée, gérer tous nos plans de code d'erreur et de retour à l'intérieur de la plateforme entre chaque fonction, et puis forcément du PubSub pour aller délivrer soit les flux de résultats, soit les flux pour signaler qu'on a mis à disposition un fichier. Forcément, ça va sans dire, les fichiers sont stockés sur du GCS, du stockage objet, à la mode Google. Donc voilà, brosser rapidement une plateforme data warehouse, GCP, pour le retail, elle pourrait être similaire pour beaucoup d'autres clients dans beaucoup d'autres métiers. Et avec, dans le plan projet, important de le dire, hein, je disais, une avant-vente, c'est un mini delivery. Dans la vraie vie, moi j'ai un conseil à donner quand même. Hein. Faites un vrai assessment avant de commencer votre plan projet pour être absolument sûr du périmètre à migrer et qu'après on puisse, dans le delivery, tester complètement de bout en bout. Et là, on l'a fait en mode double run. C'était plutôt sympa. Super, merci beaucoup Lionel, c'était très clair, merci à toi. Je vais passer la parole à Fabrice du coup, qui va se présenter. Hein, et l'idée d'une manière générale, c'est que tu puisses nous expliquer la GCP et l'efficacité pour un retailer. Finalement, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme asset? Tout à fait. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc Fabrice Solami, moi j'ai en charge les équipes qu'on appelle des Customer Engineers chez Google. Ce sont des ingénieurs solutions qui accompagnent des clients dans la découverte du cloud, de ses bénéfices, et qui les assistent dans leur accélération et leur modernisation. Alors, on en a eu un bref aperçu.
En quoi Google Cloud peut aider les retailers? C'est assez simple, on s'est focalisé sur des éléments qui pour nous sont clés aujourd'hui sur la chaîne de valeur du retail, notamment autour de la data. Donc on parle beaucoup de customer, data-driven, data-centric. L'objectif c'est quoi? C'est que les retailers sont très riches de leurs données, ils sont très segmentés, fragmentés, et c'est normal puisqu'il y a des applications qui sont très transactionnelles. Et donc l'objectif, et on a eu une description assez technique de comment on peut le réaliser avec un ensemble d'outils qui modernisent, et on va apporter finalement au métier une capacité de décision avec de l'apport d'informations qui était peu ou pas présent avant. Et on y associe du machine learning pour pouvoir assister à la décision. Donc avoir une meilleure visibilité sur tous les éléments de la chaîne de valeur, logistique, supply, support des ventes, performance des ventes, etc. Marketing. Le deuxième point sur lequel on appuie fortement, c'est l'omnicanalité. Vous le savez, les clients sont de moins en moins fidèles aux marques et de plus en plus fidèles aux expériences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut enrichir les expériences. Il faut qu'en digital ou en physique, on soit proche de la même expérience, ou en tout cas avec le même niveau de satisfaction. Donc il faut travailler sur la donnée de personnalisation, sur les expériences enrichissantes pour les clients, que ce soit en magasin ou sur les sites. Et l'agilité nécessaire pour le faire avec des partenaires passe par différents canaux de distribution, et cette agilité est fournie par le cloud au travers de différents outils dont je dirais que l'ingénierie low level n'est pas à assurer par vous, retailers. Enfin, créer un store moderne ou un magasin moderne, c'est surtout, et je réinsiste dessus, en magasin, apporter un peu plus de fun avec, d'un point de vue client, des expériences, et pour les employés, de la facilité de gestion. Apporter l'outil informatique, l'identité numérique pour tous, des outils de digitalisation qui leur permettent de faire leur travail différemment, plus efficace et avec une meilleure lisibilité sur ce qu'ils apportent à l'entreprise. Enfin, le dernier point qui pour nous reste important, et on est tout au début de cette histoire-là, c'est qu'on peut utiliser la donnée pour essayer d'évaluer l'impact sur la durabilité, donc sur les activités, sur les flux, sur les fournisseurs, de manière à déterminer déjà dans un premier temps quel process on peut optimiser qui aura un impact important sur la planète. Donc on travaille toujours la donnée, mais dans un prisme différent pour améliorer l'impact carbone. Alors comment on s'est organisé? Si tu peux me... Parfait. On s'est organisé de manière à vous apporter des solutions de personnalisation qui sont très orientées retail, basées sur la data. Donc on va avoir de la recommandation, de la recherche, des data platforms qui vous permettent de définir, construire et comprendre vos clients. On appelle ça les CDP dans le jargon, mais qui vous permettent d'avoir un meilleur impact sur vos investissements marketing, de mesurer, de réagir quand ça part un peu en vrille, et surtout d'avoir un investissement au plus proche, un retour sur investissement au plus proche de vos actions. On est basé sur l'infrastructure Google qui héberge depuis 20 ans maintenant des applications fortement sollicitées. On parle de 9 milliards d'utilisateurs au quotidien. Donc tout ce savoir-faire, on l'a en fait déposé dans notre infrastructure et on vous la met à disposition pour construire des applications similaires. Donc quand on parlait de nos limites, en fait, nos ingénieurs vous diront qu'il y a des limites, mais qu'au quotidien, ils travaillent avec des processus, des méthodologies qui permettent de faire un peu cette magie sur le serverless, notamment au travers de BigQuery. Enfin, en termes d'intelligence artificielle, c'est énormément de recherche. Tous les produits Google que vous utilisez d'ailleurs dans le monde du grand public sont un peu les bacs à sable de notre découverte de ce que ça peut apporter en termes d'adoption, d'utilisation ou même de personnalisation. Et donc on utilise ce savoir-faire, on vous propose des méthodologies, des outils, de manière à pouvoir travailler sur des algorithmes de prévision des stocks, des algorithmes de prévision des ventes, etc., du demand forecasting. Et on va également travailler sur la promotion prochainement, de manière à pouvoir estimer l'impact d'une promotion sur un public en fonction des produits. Et donc à votre disposition en tant que retailer. Enfin, une partie importante, on en parle de temps en temps, mais Google, dans son intégralité, est carbone neutral depuis 2007. Donc ça veut dire quoi? Qu'on offset notre consommation carbonée d'électricité, que ce soit pour les data centers et pour les bureaux. En 2030, 100% des électrons consommés seront green, c'est-à-dire qu'ils proviendront d'énergies renouvelables. C'est un gros pari, il nous reste un peu plus de 8 ans pour y arriver, un peu moins de 8 ans pour y arriver, mais on est en bonne voie. Et c'est qu'une petite partie de l'effort de Google sur la durabilité. Il y a un site qui est dédié à ça qui s'appelle sustainability.google et qui reprend l'intégralité des projets, notamment même pour la
la purification de l'eau qui est consommée dans les data centers pour avoir une création positive. On réinjecte 120% d'eau saine lors de notre utilisation. Une partie aussi pour le best of Google. Alors ce nom me gêne un petit peu, mais disons que vous avez une myriade de solutions Google et en fait vous les utilisez de manière silotée de nouveau. Et ce n'est pas notre métier en tant que Google Cloud de resiloter. Donc le best of Google, c'est d'avoir une vue holistique de l'intégralité des services que vous utilisez et les croiser pour mesurer l'impact et l'investissement de l'un sur l'autre et comment on peut améliorer votre usage et vos performances avec ces différents outils. Voilà un petit peu sur comment Google Cloud aide les retailers. Merci. Merci à toi Fabrice. D'ailleurs, Fabrice peut en cacher un autre. Je vais te laisser présenter Fabrice. Oui, merci. Et je vais avoir deux questions pour toi. Finalement, la première question, ça va être est-ce que tu as déjà des résultats concrets à nous partager sur les travaux qui sont en cours? Et d'une manière un petit peu plus générale, quand on parle d'automatisation, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu peux parler d'efficacité et d'automatisation finalement? Ok. Déjà, bonjour à tous. Fabrice Martin, je suis directeur de la BU Cloud Automation pour Inetum France. Merci à Google de nous aider avec nos clients et de nous fournir l'ensemble des moyens. Je vais parler en termes de retour d'expérience sur l'automatisation, un KPI fort. Aujourd'hui, on a déployé, donc en effet, à l'aide de Cloud Run, à l'aide de BigQuery chez ce client, des fonctions sur lesquelles il avait déjà des empreintes et il utilisait déjà ces services. Il mettait à peu près moins d'une heure pour déployer l'ensemble et l'usage. Aujourd'hui, grâce à Inetum et grâce aux efforts conjoints avec Google, on est à moins de 15 minutes. Donc on a vraiment un apport fort avec cette automatisation. Notre KPI plus large, on était à un traitement à peu près de 60 000 tickets par mois chez ce client. Aujourd'hui, on est descendu en dessous de 15 000 tickets par mois grâce encore à l'automatisation. Donc en effet, on parle de quoi en termes d'automatisation? Alors, l'automatisation dans le cloud, elle est basée beaucoup autour de l'ingénierie, autour du code. On ne parle plus forcément de l'infrastructure as code, mais plutôt de l'everything as code. Ça nous permet à la fois de déployer des infrastructures, mais aussi des modèles applicatifs. On parlait tout à l'heure de services de conteneurs, grâce à Lionel. On a la capacité aujourd'hui de déployer l'ensemble d'une stack, que ce soit au niveau infrastructure comme applicatif, en moins de 10 minutes, grâce au code. Alors pourquoi le code plus qu'autre chose? Le code nous permet déjà de structurer, de standardiser, nous permet d'éviter des processus répétitifs, longs et peut-être même complexes sur certains sujets de manière en parallèle à un traitement humain. La complexité au niveau humain peut apporter des erreurs. L'automatisation, elle, à l'inverse, les réduit. Donc ça nous amène à pouvoir optimiser les temps, à pouvoir optimiser les processus, à rentabiliser l'ensemble vis-à-vis de nos clients par rapport à des usages métiers qui sont délivrés plus rapidement, plus fiablement parlant aussi, en termes de performance. Et donc, c'est un gain global. Pour nous, c'est un investissement aussi parce que cette automatisation, elle ne sort pas du chapeau. C'est un ensemble de savoir-faire sur des technologies d'avenir. On est en train de travailler aussi avec Fab Lab à travailler sur des sujets d'intelligence artificielle pour aller encore plus loin dans l'automatisation et apporter encore plus de gains, encore plus de rapidité. Donc c'est un sujet aujourd'hui qui est stratégique pour Inetum, pour beaucoup d'entreprises. Elle aurait encore plus de valeur si je pense on savait monter jusqu'à l'application. Mais je pense qu'au niveau application, il y a notre ami Yann qui peut nous en dire un peu plus. Très bien, super. C'est très clair, Fabrice. Merci à toi. Effectivement, je vais laisser Yann se présenter. Et finalement, on parle d'une migration technique, mais c'est aussi un sujet de migration data, forcément. Hein. Et donc, quels enseignements sur ce client, mais aussi sur tous les autres? C'est quoi les facteurs clés de succès? Qu'est-ce que tu peux partager à l'Assemblée? Bonjour à tous, donc Yann Gliner, moi je suis le responsable de Smart Data Analytics, qui est le pôle d'expertise data transverse d'Inetum, où grosso modo j'ai un peu plus d'une cinquantaine d'experts transverse data qui épaulent les 700 personnes qui font de la data chez Inetum en France. Sur la data, comme le disait Lionel tout à l'heure, l'assessment du démarrage est important parce que, entre guillemets, en data, on m'a toujours dit voir grand mais commencer petit. Donc essayer de voir déjà la big picture et essayer de voir qu'est-ce qu'il nous faut au niveau de l'ensemble des données de l'entreprise pour pouvoir les mettre dans cette plateforme GCP, qui est une plateforme qui a l'avantage d'être une espèce de plat de Lego qu'on peut solliciter, qui permet de faire pas mal de choses, et en particulier sur la data, grâce à la fois BigQuery qui permet justement, ce que disait Lionel, toutes ces scalabilités, et
de pouvoir bénéficier de tous les services IA et ML que Google est assez en avance par rapport à ses concurrents sur ce sujet-là. Donc, pour revenir à ce plan de migration, à la fois savoir où vous voulez aller, donc bien délimiter vos cas d'usage, avoir une stratégie au niveau de la modélisation de données, parce que l'air de rien, c'est toujours important, parce que ça va jouer sur votre compute et donc la capacité derrière à optimiser financièrement votre usage du cloud, parce que ça va toujours fonctionner, mais après ça va vous coûter plus ou moins cher. Ensuite, avoir une stratégie d'alimentation de données, donc quand est-ce que vous avez besoin de vos données, quand est-ce que vous allez les chercher, à quelle fraîcheur dont vous avez besoin. Et ensuite, en dernier point, c'est de bien connaître les restitutions et les usages que vous voulez mettre en place, donc avec quoi vous voulez connecter vos données, comment vous voulez les mettre en valeur, et donc faire en sorte que vous sélectionnez les bons produits pour faire à la fois votre décisionnel, votre data storytelling, tout ce qui va être dashboarding et tout ce qui va être IA et ML que vous voulez mettre en place, et l'interaction de vos processus IA et ML avec vos applications. Très clair, Yann, merci. Excuse-moi pour le micro. Enfin, on va terminer avec Frédéric. Je vais te laisser te présenter, puis moi, je voudrais prendre de la hauteur avec toi. Et finalement, comment l'entreprise, elle peut, dans sa transformation cloud, finalement réussir. Est-ce que tu as des petits tips à nous partager? C'est quoi ton point de vue? Oui, bonjour à tous. Donc Frédéric Masson, je suis responsable du conseil en transformation. Je vais essayer d'être à la hauteur de l'ambition. On vient de le voir. Le cloud apporte des apports qui sont certains. Nous avons collectivement l'expertise sur le faire. La question qui demeure, c'est est-ce que l'entreprise va arriver à atteindre son objectif de transformation digitale, d'utilisation du cloud, et finalement va réussir sa transformation digitale ou cloud. La question peut paraître triviale, mais en fait, on ne va pas s'étendre sur les chiffres. Plus de la moitié ou de la majorité des projets de transformation échouent. Alors je souhaite tout le bonheur à celles qu'on vient de citer, bien évidemment. Donc la question, c'est comment réussir sa transformation cloud. Alors un des premiers tips ou un des premiers succès, c'est d'abord de bien mesurer l'ampleur de la transformation. Et il faut dire que la métaphore du nuage ne nous aide pas beaucoup à prendre réellement la conscience de l'ampleur de la transformation. Or, quand on nous écoute, évidemment, on voit bien qu'il y a d'abord, au niveau des infrastructures, un déplacement des activités d'infrastructure vers des data centers qui sont bien réels, qui prolifèrent. Et l'entreprise doit s'adapter en changeant ses métiers d'infrastructure. On a parlé tout à l'heure d'infrastructure as code, as a service, des nouveaux métiers qui apparaissent, les infrastructures maintenant développent du code, etc. Donc il y a une première forme d'adaptation qui est bien réelle. La deuxième, on l'a évoqué, les données ne sautent pas de nuage en nuage, elles transitent par des câbles qui sont réellement sous-marins et là aussi qui tapissent les océans, donc il y a une forte réalité. Et grâce à ces câbles, à ces data centers, les données sont sorties du fond du lac pour être en pleine lumière et le positionnement de la data dans l'entreprise a beaucoup évolué. On est remonté, de nouveaux métiers, évidemment le CDO, les data scientists et tout l'usage qu'on peut en faire. Avec les outils de code dont on a aussi parlé tout à l'heure et qui sont sur ces plateformes cloud, il y a aussi un nouveau déplacement qui est le déplacement de l'activité de développement logiciel au sein de l'entreprise qui sort un petit peu du giron des directions des études pour se rapprocher des utilisateurs et des métiers. Donc là aussi, une nouvelle façon de faire, de développer les organisations orientées produits, tout ça. Donc c'est une grosse réalité, c'est un gros bouleversement. Alors, je ne vais pas tous les citer, ils sont très nombreux. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un petit test tout simple que vous pouvez faire. Vous comparez l'operating model, je vais venir de ce qu'est qu'un operating model, l'operating model des digital natives par rapport aux organisations plus traditionnelles. L'operating model, c'est la façon de travailler. C'est comment on gère les humains, la technologie, bien évidemment, les processus, l'organisation. Le fonctionnement de l'organisation est décrit dans un operating model. Si vous regardez comment fonctionne une digital native par rapport à une entreprise traditionnelle, vous verrez
le gap que toutes ces technologies ont apporté. Donc la première des choses à faire, c'est de bien mesurer l'ampleur de la transformation du changement pour adapter les moyens, on va y revenir. La deuxième, très importante, c'est un problème d'organisation. On l'a vu, je l'ai effleuré tout à l'heure, l'organisation est un système complexe, plus simplement c'est un écosystème. Donc toutes les composantes, qu'elles soient humaines, technologiques, on parle beaucoup de technologie, mais organisationnelles, processus sont en interaction et en rétroaction en permanence. Ça veut dire quoi? Que si vous introduisez quelque chose dans l'écosystème, l'ensemble va bouger. C'est pour ça qu'on parle d'une entreprise, d'un écosystème. Donc pour ce faire, il faut... donc ça va bouger, ça va d'abord se déstabiliser et ça va retrouver un nouvel équilibre, un mieux, mais en équilibre. Donc il y a un point très important, c'est de toujours conserver la vue d'ensemble, ne pas dissocier les sujets. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser au système et aux différentes composantes le temps de s'adapter et de s'ajuster les unes avec les autres. Si vous traitez les sujets chantier par chantier, un chantier technologique, un chantier humain, un chantier organisationnel, vous avez toutes les chances à la fin que ça ne s'emboîte pas réellement. Alors que si vous travaillez dans des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles vous voyez la chose comme un tout, à ce moment-là, vous permettez à l'organisation de s'ajuster, de bien absorber, de bien digérer les technologies et à la fin de retrouver sur un bon équilibre. Donc pensez toujours en tout et en équipe pluridisciplinaire. L'informatique, comme disait Clémenceau, non, il ne parlait pas d'informatique, c'est un sujet beaucoup trop sérieux pour le confier aux seuls informaticiens. Dans la salle, on devrait avoir des gens qui s'occupent des humains, des gens qui s'occupent de l'organisation, du processus et tous ensemble travailler sur la transformation. Et un dernier point, si j'ai encore le temps, c'est un point de méthode. Alors, une organisation, une transformation sur un système, c'est quelque chose qui est dit non prédictible. C'est-à-dire qu'il est impossible de savoir à l'avance comment toutes les pièces vont s'ajuster les unes avec les autres et comment chaque entreprise va réagir comme à l'introduction d'un virus et qu'est-ce que ça va devenir. C'est impossible. Ce qu'on peut avoir en revanche, c'est une vision qui est très claire en disant on veut faire ça pour telle raison. Et puis, il faut expérimenter, c'est-à-dire qu'on va introduire la chose, on va regarder comment ça s'équilibre, faire des ajustements et faire un second pas. Donc, vision globale, avancer pas à pas, expérimenter, c'est à peu près la seule méthode qui vous permet d'atteindre la cible que vous vous êtes fixée. Merci beaucoup Frédéric pour ces conseils en transformation. Merci à tous pour votre présence sur un horaire pas facile. Je ne sais pas si vous avez faim ou si vous êtes en pleine digestion. En tout cas, on a terminé. Ce que je vous propose, vous le voyez, un rendez-vous sur le stand 55, C55. On a des experts à votre disposition, donc n'hésitez pas vraiment à passer nous voir. Et on a également Guillaume qui est dans la salle, qui est dans le fond et qui a préparé des mini-conférences sur la partie innovation. C'est toujours intéressant de pouvoir se baigner sur des nouveaux sujets. Je vous remercie beaucoup toutes et tous et je vous souhaite un bon salon.